Châlons-en-Champagne est une ville d'eau. Il faut rappeler qu'auparavant, la ville s'appelait Châlons-sur-Marne. Le mot Marne viendrait du latin matrona, qui signifie mère nourricière. Ce qui suggérerait que la Marne était dans les temps anciens une source de richesse. À Châlons-en-Champagne, l'eau est partout. Certains la surnomment même la Venise en Champagne. Nous irons à la découverte de cette ville-préfecture à travers ses canaux et rivières. Dans un premier temps, nous serons en compagnie de techniciens des voies navigables de France. Ils ont en charge de gérer le complexe réseau hydrographique de la ville. Puis nous rejoindrons Marie Journet et Christiane Jacquin, toutes deux guides conférencières, dans les Jarres, vastes jardins construits au XIXe siècle. Des lieux étonnants qui reflètent toute une tranche d'histoire balnéaire. Nous embarquerons ensuite pour l'île aux oiseaux, un endroit mystérieux totalement protégé et pourtant au cœur de la ville. De là, en naviguant sur les canaux, nous visiterons la collégiale Notre-Dame en Vaux, l'emblème de la ville de Châlons-en-Champagne. Après la douceur des vitraux, nous nous rendrons au Centre national des arts du cirque, un établissement unique en son genre qui fait la part belle au métier du cirque. Mais il est temps de rejoindre les techniciens des voies navigables de France. Ce sont eux qui gèrent tout le réseau hydrographique et en particulier le canal latéral à la Marne qui traverse le cœur de Châlons-en-Champagne. Bonjour. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ça se passe bien? Ouais, bah j'ai un bateau qui vient de passer là à Sarri qui sera là d'ici une heure. Au niveau du pipi, tout marche bien? Il n'y a pas de soucis Ouais, aujourd'hui? non, ça va, c'est normal. D'accord. Ici, nous sommes au PCH de Châlons, donc c'est un poste de contrôle qui surveille toute la chaîne du canal latéral à la Marne. Donc on surveille ici 11 ouvrages et environ 45 km de volume. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je suis en train de vérifier s'il n'y a pas de soucis sur les autres écluses. Pour l'instant, je remarque que tout va bien, mais si jamais, par exemple, il y a un défaut bloquant ou un défaut non bloquant, j'envoie donc l'itinérance, c'est l'éclusier mobile qui se déplace sur les écluses s'il y a un souci et qui va dépanner si jamais un bateau m'appelle ou j'ai une affiche comme quoi ça clignote en rouge qu'il y a un problème. Voilà vos papiers. Bonne journée. À chaque passage de péniche, Angélique sort de sa cabine pour proposer son aide. Pour elle, la communication et le service sont indissociables de son travail. Ça va, vous avez la chance, vous avez le beau temps pour travailler. C'est agréable. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Le canal latéral à la Marne a été construit au milieu du XIXe siècle. Il répondait au développement industriel de la région. C'est un canal de petit gabarit et par conséquent, il n'est fréquenté que par des péniches de faible tonnage, de type Fraissinet, du nom du ministre des Travaux publics sous la Troisième République. Un gabarit qui ne correspond malheureusement plus aux exigences d'une batellerie moderne. Aussi, cette dernière n'est plus aussi active, le chemin de fer et les camions ayant détrôné de longue date les péniches. En 2014, l'écluse de Châlons-en-Champagne, celle où nous nous trouvons, a enregistré 1265 mouvements, dont 747 bateaux de plaisance et seulement 518 bateaux de commerce. Pour ne pas perturber ce trafic, les voies navigables de France vérifient régulièrement les écluses, qui sont des structures névralgiques. Aujourd'hui, une équipe de plongeurs est sur le site de Châlons-en-Champagne pour effectuer justement une mission d'entretien. 150 barriques. La division de Châlons nous a appelés pour faire une intervention ici, sur cette écluse-là, à l'amont, et pour faire une visite des chambres de porte. Ouais. Visite des joints, rainure à bâtard d'eau. Ouais.
Ventelle, ouais. Et apparemment, il y aurait peut-être un souci sur un joint, donc à vérifier. Okay, ça marche. En canal, l'eau est relativement calme. On fait attention d'être en travaillant dans une règle de sécurité tranquille. Par contre, en Marne, c'est une rivière, fort courant. Faut être très très vigilant, très vigilant. Quand on travaille sur les barges, c'est hallucinant, hallucinant. D'accord, c'est ok, c'est bon, tu peux y aller. Un compte rendu de l'intervention. Ouais. Bon bah écoute, au fond, tout ce qui est chambre des portes, propre. On est super propre, hein, ouais. On est bien. Ouais. Étanchéité, les joints, nickel. Verticaux, horizontaux, c'est bon. Un petit peu d'usure, mais bon, c'est normal. Hein. Nous rejoignons un autre endroit stratégique où se croisent le canal latéral et le canal Louis XII. Ce tracé hydrographique complexe résulte des nombreux cours d'eau passant par la ville et des différentes modifications effectuées sur ceux-ci au fil des siècles. Cet endroit est stratégique. Pourquoi ? Parce que là, on peut observer le canal Louis XII. Le canal Louis XII, il récupère l'eau qui vient de la Marne. Alors on la devine au bout là-bas. Donc il reprend l'eau, il l'amène dans les canaux de la ville de Châlons, qui passe sous le canal latéral à la Marne. Le canal latéral à la Marne, c'est quelque chose de prioritaire pour nous, d'indispensable, parce qu'il est navigable et on a comme objectif de maintenir son niveau d'eau pour permettre à la navigation de passer. Ces modifications ont permis de prévenir les inondations, nombreuses au siècle précédent. Une des plus importantes fut celle de 1910. Aujourd'hui, avec la création de digues et de barrages en amont de la ville, Châlons-en-Champagne n'a plus les pieds dans l'eau. Cette présence de l'eau a aussi donné naissance à des jardins remarquables, qui s'insèrent aujourd'hui entre canaux, canal latéral et Marne. C'est au bord de l'Anse du Jard que Marie Journet et Christiane Jacquin se sont donné rendez-vous pour préparer leur conférence sur ces jardins, appelés ici jarres. C'est quand même fabuleux de dire qu'à Châlons, nous avons ces 3 jarres qui se développent sur à peu près 11 hectares. C'est vraiment le poumon vert de la ville et qui est connu depuis très très longtemps, puisqu'apparemment le texte le plus ancien que nous ayons, un texte sérieux, c'est la consécration de la cathédrale en 1147, où le pape est là à faire une messe dans nos jarres. À l'origine, c'est une grande prairie verte complètement inondée qui va être transformée petit à petit. L'eau, surtout, était importante puisque Rouillé d'Orfeuille, notre dernier intendant avant la Révolution, a vraiment souhaité transformer la ville et l'embellir pour qu'elle n'ait plus ce caractère médiéval trop sombre d'après lui. Il a voulu l'ouvrir et l'embellir en créant des tas d'espaces. Et en même temps, il a vraiment assaini la ville. Le Jard, c'est une appellation en même temps presque locale, ou en tout cas régionale, qui veut dire jardin. Voilà. Et ça vient d'un mot de vieux français, le gard, le jardin, qu'on va retrouver par exemple en anglais, garten, en allemand, garten, c'est la même racine. Bonjour. C'est vraiment intéressant d'avoir
conservé l'ancien lit de la Marne, d'avoir laissé ce creux qui nous montre où coulait la rivière, en fait, qui venait là-bas, qui passait par ici et qui rejoignait le méandre dans le Grand Jard. Et quand la rivière a été détournée dans les années 1770, après on a laissé en herbe et c'est les moutons qui venaient paître ici. Ça donnait un côté encore plus champêtre à ce jardin un peu à l'anglaise, en fait. Ça donnait un côté un peu bucolique C'était la promenade vraiment des Chalonnais pour le dimanche qui venaient s'ébattre dans les jarres après avoir écouté le petit concert de musique militaire sous le kiosque. Alors, nous voici au kiosque. C'est là que, dès 1885, on va, dans Châlons, inviter la population à venir écouter de la musique. C'est l'époque où se font de nombreuses harmonies. Par exemple, à l'inauguration, l'harmonie des sapeurs-pompiers joue pour la première fois ici. Et puis, c'est un lieu aussi de rencontre quand même. Ça crée du lien social parce qu'on a un mélange de la population. Il y a les bourgeois, il y a des gens un peu plus modestes, il y a des militaires. Beaucoup de militaires. Il y a des civils. Donc vraiment, c'est un endroit où un peu j'allais dire, les castes sociales sont abolies. On vient ici pour écouter de la musique et de la musique en plein air. On ne reste plus confiné dans des petits salons réservés à une élite. Encore aujourd'hui, il est le rendez-vous des amoureux de la musique et des amoureux tout court. Chaque Jard a sa propre ambiance et ses propres cours d'eau. Le Petit Jard fut transformé en 1938 sous l'impulsion de 2 botanistes en un véritable arboretum. Plus de 200 espèces d'arbres sont représentées. Des statues ponctuent les plages de verdure et donnent au jardin un caractère romantique. Au XIXe siècle, on va retrouver le goût de l'eau. On le retrouve pour les classes les plus aisées au niveau du thermalisme. On va aimer ce rapport à l'eau, mais dans un sens presque médical. Et pour les plus modestes, eh bien, là, on va avoir un rapport à l'eau qui va être presque plus sportif, presque plus ludique. On a tout près les bains municipaux où on va apprendre à nager, où on va se plonger dans l'eau froide. Et c'est l'époque aussi, le 19e siècle, où lorsqu'on ne peut pas aller jusque dans les stations thermales, eh bien on va dans des petits établissements de bains. Châlons en a eu un aussi, où on va prendre tout simplement un bain ou une douche chaude. La guinguette de Compertry, au bord de la Marne et à 2 pas des Jarres, fut également, jusqu'au début des années 1970, le rendez-vous de nombreux Chalonnais. On y venait pour danser, s'amuser, se rencontrer, pêcher, dîner. Monique se souvient encore de ces moments passés au rendez-vous des canotiers, avec nostalgie. Alors, voyez cette photo que j'ai retrouvée, j'avais 17 ans peut-être. Des bons souvenirs quand même, parce que, je vous dis, on était vraiment ensemble tous, prêts à faire la fête. Alors certainement qu'on avait fait nos fleurs, et là je vois qu'il y a pas mal de bouteilles sur la table, donc on avait eu le droit à fêter ça. Il y a de la musique dans les haut-parleurs. Tu m'embrasses au milieu des danseurs. Et c'est moi le roi du bal, moi qui n'étais qu'un petit Mickey. Mais la guinguette était aussi à cette époque un lieu de passage entre les 2 rives. Il n'y avait pas de pont et tout le monde empruntait une barque tirée par un passeur. Étienne Mouton, le garde champêtre, se souvient de cette période épique. Eh bien, le câble il était tendu ici, d'un arbre à un autre, et puis le passeur en dessous, avec ses mains, se guidait pour maîtriser le courant et accompagner les gens à l'autre rive. Et il existait aussi une équipe de football, et les terrains étaient c'était des pâtures la semaine, et le dimanche, l'équipe de foot prenait le bac, allait faire son match de foot de l'autre côté,
et revenait le soir après son match effectué et se trouvait donc au rendez-vous du canotier où, toujours pour le côté convivial, prenait le petit pot qui allait bien après les rencontres. Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les taillis. Nous regagnons maintenant l'Anse du Jard, où Daniel Michelet et Claude Bouillon, de la Ligue de protection des oiseaux, ont embarqué pour l'île aux oiseaux. C'est des bernaches du Canada qui trompettent. Cet endroit étonnant est classé réserve naturelle depuis 1931 et abrite de nombreuses espèces d'oiseaux. Et on voit que c'est assez inextricable quand même. Hein. On peut pas... Depuis plusieurs dizaines d'années, cet îlot est laissé sauvage. La végétation est dense et plus personne n'y pénètre. Le lieu est donc totalement préservé, et cela en plein centre-ville. On fasse attention là parce que mais ça va passer. Ça passe. D'accord. Daniel et Claude se sont donné rendez-vous aujourd'hui pour effectuer un inventaire. Car même si cette zone est protégée, il est nécessaire d'évaluer le nombre d'oiseaux ainsi que les espèces en présence. Mâle, femelle et ça. Ça. On avait un colvert décédé. Alors principalement cette île, vous avez une belle colonie de hérons, à peu près une dizaine de couples. Le héron, c'est un bel oiseau. Vous avez également de la poule d'eau. Venez, vous en voyez une ici. Hop. Gallinule. Gallinule poule d'eau. Donc apparemment le couple avec les jeunes. On voit les jeunes qui sont derrière. Voilà, vous voyez. Petits poussins. Les petits poussins là. Ouais, on la voit là. Ah oui, tiens. Et les petits là. Ils sont sur la branche. Ils grimpent dans les feuilles pour sortir. Vous le voyez sur la branche. Vous avez également du colvert. Colvert. Ah, il y a les cygnes qui sont là-bas. Oui. Et puis d'autres espèces plus difficiles à apercevoir, comme la foulque macroule ou le martin pêcheur. Oui, un héron là, oui. Héron cendré. Là, il va se poser sur l'île, oui. Voilà, il arrive en planant, hop. Là, on va essayer de voir où il est. Juste au-dessus de la cime des arbres. Il s'est posé. Ouais. Nous ne quittons pas l'univers aquatique. Nous empruntons maintenant une barque pour naviguer sur le Meaux et le Nau, qui sont les deux cours d'eau canalisés qui sillonnent la ville. La promenade est spectaculaire. Des galeries souterraines éclairées à l'atmosphère mystérieuse. Des ponts anciens qui rappellent que nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Des bâtiments magnifiés par une architecture originale et des jardins, havres de fraîcheur, ponctuent cette traversée unique. C'est à la fois un cours d'histoire de plusieurs siècles et un moment de poésie. Nous effectuons un arrêt à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux qui date du XIIe siècle. C'est ici que nous retrouvons Marie Journet et Christiane Jacquin. Elles vont nous faire découvrir des vitraux exceptionnels. Alors une collégiale et en même temps une église paroissiale. C'est-à-dire qu'à la fois des chanoines et des paroissiens se retrouvent ici dès la construction au milieu du XIIe siècle. Tout à fait, oui. On peut penser qu'on est vraiment dans une sorte de transition entre le style roman et le style gothique. On n'est plus tout à fait roman, évidemment, mais on a quand même de la structure lourde, mais on n'est pas non plus tout à fait encore dans le gothique. Elle est également inscrite au patrimoine de l'UNESCO par le fait qu'elle soit sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Les vitraux de cette collégiale sont vraiment tous très intéressants. Ce sont des vitraux qui sont attribués à Maître Verrier-Picard. Ce vitrail est signé. C'est le seul qui soit signé ici. Donc là, on est en présence de la bataille de Saint-Jacques. Oui, une bataille espagnole. Voilà, on nous représente Saint-Jacques qui aide le roi d'Espagne à bouter les Sarrasins hors d'Espagne. Un beau récit de bataille. Oui, c'est plein de mouvements, on voit les chevaux, on voit tous les combattants dans leurs armures. C'est aussi un beau témoignage de l'habillement militaire du XVIe siècle, de cette première moitié du XVIe siècle. Les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment un travail époustouflant. Et tout un décor qui rappelle quand même un peu l'art italien. Marie et Christiane nous emmènent maintenant dans un endroit interdit au public. Pour cela, nous allons emprunter un escalier dérobé et monter quelques dizaines de marches. Ah, mais dis donc. Nous voici dans la tribune côté sud, qui est donc un dépôt lapidaire. On a transporté tout ce qui a été restauré au XIXe siècle, les parties des chapiteaux, des flèches, des portails, des choses comme ça, qui ont été entreposées ici. Ici, ça fait peur. Tu vois les vitraux là en bas, on voit les couleurs, la magnificence des couleurs, on voit les stalles. Oui, on a une très belle... Les 4 niveaux de la nef, là, on les voit bien. Très belle vision d'ici. Les arcades, la tribune, le triforium aveugle, les fenêtres hautes. Mais le public ne peut pas venir ici. C'est à cet étage que l'on pouvait mettre, par exemple, des lits de paille pour pouvoir accueillir les pèlerins. N'oublions pas qu'à cette époque médiévale, l'église est ouverte jour et nuit. Et ce sont des pèlerins qui viennent de la région de Trèves, qui viennent de la Belgique actuelle, qui passent par la Champagne, qui vont ensuite retrouver la Bourgogne à Vézelay. Et de Vézelay, on se retrouve sur les grandes voies qui mènent jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais on voit passer aussi des pèlerins qui vont aller jusqu'à Rome. Je fais la Via Francigena. C'est un pèlerinage. Je vais jusqu'à Italie, jusqu'à Rome. Et normalement, la route est de Canterbury jusqu'à Rome. Mais moi, j'ai départ de Calais. Et maintenant, j'ai du temps et je veux être dans la nature pour penser un peu de la vie, de toutes les choses dans la vie. Et c'est pour ça que je fais ça. De la collégiale, en longeant un des canaux, nous nous rendons dans un endroit plutôt original, le Centre national des arts du cirque. Nous y retrouvons Nelly Meillard, chargée de communication au CNAC. Nous voici dans le cirque historique de Châlons-en-Champagne, un bâtiment construit en 1899 grâce à la souscription lancée auprès des habitants de l'époque. Un bâtiment construit en béton armé, il peut accueillir un peu plus de 800 spectateurs depuis sa rénovation en 2010-2011 et sa réinauguration à l'occasion du 25e anniversaire du CNAC. C'est un lieu dédié aux représentations publiques des étudiants, ainsi que des représentations publiques de la scène nationale La Comète et de l'association Fury. Mais c'est également un espace de travail, voilà, dédié aux étudiants, ainsi qu'aux stagiaires de la formation tout au long de la vie, ou plus communément appelée formation professionnelle. Cet établissement supérieur de formation et de recherche dans les métiers du cirque a déjà formé plus de 300 artistes de 35 nationalités. Ils sont aujourd'hui des acteurs majeurs du cirque contemporain sur la scène nationale et internationale. En suivant les canaux de Châlons-en-Champagne, on découvre une ville insolite qui recèle bien des trésors.
Cette petite Venise en Champagne, que l'écrivain journaliste Jean-Paul Kaufmann qualifiait de fantaisie poétique, est un petit paradis aquatique. Et même si Châlons est devenue en Champagne, elle reste sur Marne, placée sous le signe d'une rivière sauvage qui nous captive et nous envoûte. Et puis, peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir la Rambleur, cette douce lumière si particulière.